Déjà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, donc du coup ça fait plaisir. On se rend compte que c'est un sujet, l'extinction de l'éclairage public et la pollution lumineuse qui intéresse, donc tant mieux. Donc je me présente, moi je suis Pierre Biozen, je travaille à l'ARB Occitanie et je vais animer ce webinaire en compagnie de mon collègue Yves Bousquet, qui notamment reprendra les questions dans le chat pour pouvoir qu'on pose toutes vos questions à nos différents intervenants, puisqu'on a trois intervenants qui vont vous présenter différentes choses aujourd'hui. Je vous rappelle que le webinaire est enregistré. Vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube de l'ARB. Vu que vous vous êtes inscrit, on vous transmettra l'ensemble des éléments par mail. Donc, vous pourrez retrouver l'intégralité du webinaire. Alors, je vous propose de commencer. On a un ordre du jour qui est assez simple, mais du coup, avec un timing assez serré, comme je vous le disais. On va, dans un premier temps, vous parler des chiffres du mois en relation avec notre sujet du jour. Ensuite, on aura deux intervenants qui vont nous parler des effets de la lumière sur la biodiversité et des retours d'expérience. On aura une étape de 15 minutes de questions, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je vous présenterai ensuite les nouveaux outils régionaux co-construits avec des partenaires et l'ARB. Et ensuite, on aura une interview d'un élu de Prades-le-Lez. Et ensuite, une phase de questions de 15 minutes. Puis la clôture à 15h30. Voilà pour le programme de ce début d'après-midi. Je vais tout de suite commencer par les chiffres du mois et du coup qui sont alors plus ou moins encourageants. À vous de voir comment vous voyez les choses. Déjà pour vous dire et remercier la région et OpenIG ainsi que le bureau d'études d'Art Skylab puisqu'on a la deuxième mouture désormais des cartographies de pollution lumineuse à l'échelle régionale de la région Occitanie. On se rend compte aujourd'hui que le territoire d'Occitanie est à 70%, donc ça reste 1% concerné par une qualité du ciel nocturne qui est mauvaise à moyenne, donc une vraie nécessité d'améliorer ce chiffre dans les années à venir et surtout à accélérer la diminution de pollution lumineuse. La bonne nouvelle tout de même, c'est qu'on constate qu'il y a moins, ce chiffre a diminué de 21% en 4 ans, puisqu'en 2019, 91% du territoire avait une qualité estimée à mauvaise ou moyenne sur le territoire d'Occitanie. Donc les choses vont dans le bon sens. Il faut continuer, on va dire, notamment d'éteindre ou de diminuer l'éclairage pour arriver à des chiffres les plus intéressants possibles et qu'on espère en tout cas qu'en 2040, on aura une pollution lumineuse beaucoup plus faible puisque c'est inscrit dans un des objectifs de la stratégie régionale de la biodiversité. Vous dire aussi que on a deux indicateurs qui sont développés par l'Observatoire régional de la biodiversité Occitanie, donc piloté par l'ARB Occitanie. Un sur la pollution lumineuse, donc où vous retrouverez les cartographies présentées, et un autre sur l'extinction de l'éclairage public, donc notamment la probabilité de communes qui éteignent partiellement ou totalement leur éclairage public en cœur de nuit. Ces deux indicateurs ont été réalisés, je crois, en 2020 et vont être actualisés dans les semaines à venir. On vous fera passer l'information dès que ce sera fait. Vous pouvez aussi retrouver, et ça intéresse plus particulièrement les structures porteuses de SCOT, pardon, schéma de cohérence territoriaux ou de PLUI, puisque vous pouvez retrouver des cartographies de pollution lumineuse, les télécharger, les intégrer dans vos documents de planification. Donc là, vous aurez accès aux liens, les présentations, bien évidemment, vous seront envoyées. Donc voilà, pour le contexte par rapport à la pollution lumineuse et l'extinction de l'éclairage public. Donc ça, c'était pour que vous ayez quelques chiffres en tête. Je vous les remets à l'écran. Et je vais tout de suite passer la parole à Fabien Paquier, qui est chargé de mission Trame verte et bleue à l'Office. Ton micro est coupé, Pierre. Ah, excusez-moi. Voilà. Du coup, j'ai fait l'intro, mais vous n'avez rien entendu. Tu peux recommencer. Ok, alors Non, excusez-moi. seulement depuis Fabien Paquet. On a Oui, entendu non, tout le c'est reste. dans pas tout, ouais, ça on t'aurait dit, mais juste quand tu Ok, poses une- d'accord. Eh bien, vas-y, Fabien, n'hésite pas à prendre la main sur la Alors, présentation. ouais, je partage mon écran. Hop, chut. Hop, est-ce que c'est bien en plein écran?
Plein écran, c'est bon, vas-y. Ok, donc nous allons vous faire une présentation à deux voix avec Richard sur effectivement les impacts de la lumière artificielle sur la biodiversité, illustré avec un retour d'expérience du Parc national des Cévennes, et puis on terminera sur la manière dont les territoires se mobilisent en faveur de démarches de sobriété lumineuse. Donc Richard, peut-être je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Richard Scherer, je travaille au Parc national des Cévennes, je suis délégué territorial et j'assure le suivi de la réserve de Célétolé. Et donc moi-même, Fabien Paquet, chargé de mission tram verte et bleue, et je m'intéresse également au sujet de tram noir à l'Office français de la biodiversité. Donc la présentation va s'organiser en 5 parties. Donc une première partie un peu sur les enjeux biodiversité, lumière artificielle, une deuxième partie sur les leviers d'action via des démarches de sobriété lumineuse en général, une troisième partie sur ce retour d'expérience du Parc national des Cévennes. Puis je vous présenterai quelques leviers financiers au niveau de l'OFB en tout cas, et la manière dont en France les territoires se mobilisent de manière générale sur ces sujets. Et enfin, Richard nous illustrera tous les bénéfices de telles politiques à l'échelle d'un territoire à travers l'exemple de la réserve de ciel étoilé des Cévennes. Hop. Donc voilà, bon, très rapidement, une petite introduction pour rappeler que depuis la formation de la Terre, donc celle-ci tourne sur elle-même et autour du Soleil, et donc le cycle jour-nuit est vraiment inhérente à notre biosphère et à tous les écosystèmes. Et donc dès lors que les espèces sont remontées des profondeurs de l'océan pour se rapprocher donc des surfaces, celles-ci finalement ont dû évoluer avec cette contrainte d'une évolution jour-nuit, et donc ça a conduit à un certain nombre d'adaptations que l'on retrouve chez pas mal d'espèces aujourd'hui pour pouvoir notamment percevoir avec une faible quantité de lumière, percevoir avec différents sens. Donc on peut voir certaines espèces qui ont des yeux très gros pour capter plus de lumière, donc des yeux très gros de manière disproportionnée par rapport au reste du corps, avec aussi une densité de bâtonnets au niveau de la rétine plus importante pour capter la faible quantité de lumière la nuit. Là, il y a l'exemple de la chouette effraie qui dispose carrément d'une parabole de plumes autour de ses yeux pour renvoyer les rayons lumineux à l'intérieur de ses yeux. D'autres espèces ont développé d'autres sens. Le hérisson avec l'odorat, par exemple. Les chauves-souris ont carrément développé un système particulièrement perfectionné de sonar pour se déplacer vraiment la nuit, pour le coup, dans l'obscurité la plus totale, et même attraper des toutes petites proies en l'absence totale de lumière. Et puis certaines espèces ont carrément inventé leur propre source de lumière. Donc on voit en bas à droite un ver luisant où la femelle émet de la lumière pour attirer le mâle et ainsi assurer la reproduction. Donc, on se rend compte, en fait, en analysant la littérature scientifique, qu'une majorité des animaux, en réalité, sont nocturnes et vivent partiellement ou exclusivement la nuit. Et notons, et on y reviendra plus tard, sur le fait qu'un grand nombre d'espèces ont aussi une activité, ce qu'on appelle bimodale, avec un pic d'activité en début et en fin de nuit, et un petit peu moins en cœur de nuit. Dans tout ça, il y a une espèce diurne hein, qui est un peu bizarre, qui s'est dit, il serait intéressant de pouvoir élargir ma période d'activité à la nuit. Donc c'est l'espèce humaine qui a développé une capacité à éclairer, donc avec le feu au début, puis petit à petit le développement des technologies, de l'électricité, donc avec l'éclairage public, mais aussi l'éclairage dans les maisons, de manière à étendre cette période d'activité, puisque nous avons des sens assez mal adaptés à la faible quantité de lumière. Mais bon, l'espèce humaine étant ce qu'elle est, étant capable de produire beaucoup de lumière, elle s'est mise à en produire énormément. Là, c'est un parking dans une commune des Pyrénées-Orientales. On voit un parking totalement vide à 4 heures du matin qui dispose d'environ 25 lampadaires éclairés.
Donc aujourd'hui, on est carrément dans une forme de gabegie lumineuse, hein. Donc ça, c'est une photo de Thomas Pesquet qui permet de voir du ciel la principale, le principal signe d'activité humaine, c'est finalement toute cette lumière en cœur de nuit, à tel point qu'aujourd'hui, donc on l'a vu avec l'indicateur dans sa déclinaison régionale, mais l'indicateur national donc montre que 85% du territoire national, ça c'était en 2020, était impacté par la pollution lumineuse, en cœur de nuit, je précise. Donc on imagine bien que toute cette lumière artificielle, pour des animaux qui sont très adaptés à une faible quantité de lumière, ben, ça a de gros impacts sur ben, la vision. Donc un animal nocturne sera vite ébloui par toute cette lumière artificielle. Ça a des impacts donc sur la physiologie des animaux, ça a des impacts aussi sur les plantes. On peut voir à l'automne que des arbres côté lampadaire perdent leurs feuilles plus tardivement que les parties cachées des lampadaires. Ça perturbe les relations entre les individus. On imagine bien que le ver luisant, cette femelle ver luisant, ben son mâle la verra difficilement dans une ambiance trop éclairée. Ça perturbe les relations entre les espèces avec parfois une surprédation, ben notamment des insectes autour des lampadaires. Ça perturbe également l'orientation, puisque certaines espèces utilisent le ciel étoilé, la Voie lactée et la Lune pour se déplacer. Donc pour revenir sur les insectes, on a une étude allemande qui avait évalué il y a quelques années à 150 insectes tués par nuit par lampadaire. Donc si on multiplie par 11 millions de lampadaires en France, on est à plus d'1 milliard d'insectes tués chaque nuit. Cette pollution lumineuse, elle a aussi un impact sur les déplacements des espèces, puisque certaines espèces sont attirées par la lumière, hein, le cas typique des insectes, et d'autres sont au contraire repoussées par la lumière, et finalement, tout cet éclairage artificiel crée une fragmentation des territoires. Donc là, c'est une photo de la métropole de Montpellier, une photo satellite, où on peut assez facilement deviner que ce réseau d'éclairage fragmente fortement tous les espaces naturels, notamment en l'occurrence sur la périphérie de la métropole de Montpellier. Donc heureusement, il y a des solutions. Donc nous, on prône à l'OFB une démarche de sobriété lumineuse que je vais développer. Il y a 3 axes principaux d'action. L'axe temporel, l'axe spatial et l'axe technique. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, toute source de lumière artificielle a un impact sur la biodiversité. Donc, toute action qui consistera à réduire la quantité de lumière dans l'environnement réduira de fait les impacts sur la biodiversité. Donc, à travers l'axe temporel, on peut réduire notamment la durée d'éclairement. Et donc, il y a les démarches d'extinction en cœur de nuit qui sont un peu le cœur là, des travaux de l'ARB ces derniers temps. Je laisserai évidemment Pierre en dire un peu plus sur les outils développés, mais l'extinction en cœur de nuit, qui, moi, me paraît une nécessité parce qu'éclairer quand il n'y a personne dans la rue, vraiment, ça sert à rien. Pour autant, ça ne suffit pas du fait de l'activité bimodale d'un certain nombre de groupes d'espèces, notamment les chauves-souris et un certain nombre d'insectes. Il faut aussi agir sur le début et la fin de nuit lorsqu'on éclaire. Donc on peut pour agir sur l'axe temporel, on peut aussi mettre en place des détecteurs de présence, donc pour n'éclairer que quand il y a des gens, des utilisateurs de l'espace public notamment. À travers l'axe spatial, l'idée c'est de n'éclairer que ce que l'on a besoin d'éclairer, donc surtout ne pas éclairer les surfaces, les espaces naturels, voilà. Donc réduire les zones à éclairer. Et puis l'axe technique, c'est faire évoluer le matériel d'éclairage, notamment en choisissant des spectres lumineux moins défavorables à la biodiversité ou en réduisant l'intensité de cet éclairage. Donc nous, ce que l'on préconise, c'est vraiment d'avoir une approche globale à l'échelle du territoire et on proposait de mettre en place une forme de gestion différenciée de l'éclairage qui permettrait d'éclairer en fonction des besoins réels et aussi en fonction des enjeux, notamment en termes de biodiversité, de trouver le bon compromis au cas par cas.
Donc voilà, le maître mot, c'est vraiment la sobriété lumineuse, qui n'est pas synonyme de sobriété énergétique, notamment avec le déploiement des LED qui ont tendance donc à faire accroître globalement la quantité de lumière dans l'environnement. Bon, je vais très vite, hein. Il y a des points négatifs sur les LED, notamment un des pires points négatifs, c'est l'effet rebond, c'est-à-dire comme on peut éclairer avec moins de consommation d'énergie, beaucoup moins de consommation d'énergie, mais on peut éclairer beaucoup plus. Donc on observe une multiplication de points lumineux. Et notamment, voilà, le summum du truc, c'est les lampadaires solaires qui ne consomment pas d'énergie en termes de flux, mais que l'on peut poser n'importe où, y compris dans des espaces naturels. Les LED éclairent plus. Et puis, le point important, ce qui est illustré avec les petits graphiques en bas, c'est que le spectre des LED, donc on voit le spectre à gauche, là, un petit dessin de gauche, un spectre de lampe à sodium haute pression. Et en comparaison, on voit le spectre d'une LED de 3000 Kelvin, donc qui est autorisé par la réglementation, le maximum autorisé. Et on voit qu'il y a déjà le spectre, il y a beaucoup plus d'énergie dans les différentes parties du spectre, notamment il y a un pic dans le bleu. Mais les LED, évidemment, comportent un certain nombre de bénéfices, puisque déjà, il existe des LED, des modèles de LED avec pas de pic de bleu, donc les LED ambrés, donc c'est la troisième figure. Les LED permettent de mieux cibler l'éclairage globalement et donc de mieux répondre aux besoins de tout à l'heure qui consistait à dire qu'il fallait éclairer là où on avait besoin. Et les LED permettent également de mieux piloter l'extinction. Je terminerai ma petite partie pour dire aussi que la lumière artificielle a aussi des impacts sur les êtres humains, hein. De manière générale, elle a aussi des impacts sur toutes les espèces diurnes. Je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi vrai puisqu'on a besoin de repos. Donc, une démarche de sobriété lumineuse permet aussi de restaurer un sommeil de qualité avec cette notion de lumière intrusive. On la réduit à travers la sobriété lumineuse. Il y a la question de l'accès au ciel étoilé, et plus globalement de l'accès à des paysages nocturnes de qualité. Et donc, on a tout à y gagner à travers ce type de démarche. Je laisse la parole à Richard pour ton focus sur les Cévennes. Alors, bon, rebonjour à toutes et à tous. L'idée, c'est de vous parler un petit peu de la démarche qu'on a menée, nous, ici, depuis plusieurs années, autour de ce label, donc de réserve internationale de ciel étoilé, qu'on a monté il y a un peu plus de 10 ans par mon prédécesseur, qui est dans la salle, d'ailleurs, Xavier Mojtajak. Je le salue. En gros, donc dans le dialogue qu'on a avec le territoire, avec les élus, on avait mis un point d'entrée dans la charte. Les parcs nationaux sont lancés dans des démarches de charte comme les PNR, une entrée sur l'énergie. À partir de là, on a déroulé le fil et puis on a vu que ce label existait. On était le deuxième territoire à avoir candidaté, donc il y avait déjà eu le Pic du Midi. Donc en gros, c'est un label privé, associatif, géré par une association qui est basée aux États-Unis d'astronomes, qui décerne ce label à des territoires qui sont engagés dans la question de la lutte contre la pollution lumineuse. Et il y a trois critères principaux. C'est d'abord de pouvoir mesurer. Donc il y a des appareils de mesure, soit manuels, soit automatiques, de mesure de la noirceur du ciel pour mesurer la pollution lumineuse. Ensuite, il faut s'engager dans un programme de rénovation de l'éclairage public avec deux zones qu'on définit, une zone cœur et une zone d'adhésion. Et puis également engager tout un programme de sensibilisation autour de la nuit au sens large, donc biodiversité, énergie, pollution lumineuse, santé, et aussi artistique si on veut le faire, pour le grand public et les décideurs. Donc, on est parti de ce label et on a utilisé ça comme un levier, en fait, pour, alors que c'était pas notre métier, la question de l'éclairage, pour aller chercher les partenaires, donc les gens compétents sur la question de l'éclairage public. Donc, en gros, les communes et les syndicats d'énergie et les agglomérations qui étaient situés à proximité ou sur notre territoire. Donc, les gens qui avaient des compétences en éclairage public pour lancer des programmes d'énergie et surtout aller capter des fonds pour faire des programmes de rénovation de l'éclairage public. Donc, on peut passer la diapo, Fabien. Quelques mots, mais là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Vous connaissez un peu tous cette diapo.
Et c'est un peu la ligne conductrice qu'on a suivie d'éclairer où il faut, comme il faut, et d'éclairer juste. En gros, d'avoir un éclairage public quand on en a besoin, qui éclaire au sol, qui éclaire pas dans les maisons et encore moins le ciel, pour pas nuire à la biodiversité, et au ciel étoilé. Donc sur à peu près, on est en 2025, sur 7-8 ans, voilà, on a pu capter un peu plus d'1,5 million d'euros de fonds européens via la région et de fonds de l'État via le plan France Relance et lancer un programme de rénovation de quasiment 50% du parc d'éclairage public sur notre territoire, donc en gros 10 000 points lumineux sur 20 000. Et on a chiffré, donc vous avez les éléments, c'est peut-être pas la peine de trop détailler, mais voilà les gains à la fois en kilowatts, en électricité. Et puis aujourd'hui, donc en complément de ça, on a eu une action assez. Alors on est en milieu rural, on est dans le sud du Massif central, donc c'est à cheval sur le département de la Lozère et du Gard et un petit bout en Ardèche. Donc une bonne partie du territoire est très rural. Donc on a poussé un maximum les maires à aller vers la coupure en plus de la rénovation. Donc en disant, il suffit pas simplement de faire de la coupure, mais en plus il faut rénover pour faire des gains d'énergie. Et aujourd'hui, on a à peu près 70 communes sur les 113 du territoire du parc qui font de la coupure en milieu de nuit, soit partielle, soit totale, beaucoup plus dans les territoires très ruraux comme la Lozère que dans le Gard où c'est un peu plus urbain. Voilà. Et on a vite senti que ben, ce qui était un peu gagnant-gagnant et ce qui a bien permis d'asseoir le label dans la tête des élus, des techniciens, de un peu tous nos partenaires, c'est que ben, pour les maires, c'est des gains quand ils font des programmes de rénovation, gains d'énergie, évidemment, sur la facture et donc pour les contribuables, gain pour la biodiversité, et puis ben, gain pour le sommeil, gain pour l'astronomie, voilà, qu'il y avait du gagnant-gagnant, et que derrière le label, ben, on pouvait convaincre avec un peu une multitude de critères et d'arguments, et chacun se saisissait un petit peu de ce qui l'intéressait, pourvu ben, qu'il aille dans notre sens. Et ce qu'on a voulu faire aussi, je rajoute par rapport à ce que disait Fabien, c'est qu'on a essayé, alors ça marche pas tout le temps, mais d'avoir aussi un discours en direction des maires pour leur dire c'est bien de rénover, d'aller jusqu'à la coupure, et souvent en plus, que ce soit en milieu rural ou urbain, il y a aussi des fois une question du nombre de points lumineux. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte au fil de mandats municipaux, c'est qu'on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. Euh, et souvent, il y a aussi besoin d'avoir un travail un peu en finesse. En gros, ça veut dire un élu dans les petits villages qui prend sa voiture le soir ou son vélo et qui va regarder l'intérêt des points lumineux. Et souvent, on peut se rendre compte qu'il y a 5-10% de points lumineux qui n'ont aucun intérêt, qui peuvent être déposés. Diapo suivante. On peut enchaîner. Voilà. Alors, pour revenir au sujet de la biodiversité, là, c'était un petit point, un peu planter le décor par rapport à ce label de réserve de ciel étoilé. Sur la question de la biodiversité, on s'en est emparé il y a quelques années. Ce qu'on a voulu faire, c'est, à la demande notamment des syndicats d'énergie, donc de nos partenaires techniques, qui nous disaient on voudrait des arguments, plus d'arguments, avec une étude locale pour mesurer l'impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité. Donc, on a lancé une étude qui est toujours en cours hein, sur 2 sites, donc en partenariat avec un syndicat d'énergie, donc le SDE 48 en Lozère, et une agglomération, donc Alès Agglomération, où on a posé en fait des pièges à insectes pour mesurer le niveau d'activité, et donc c'est des pièges à insectes, hein, mesurer sur un certain nombre de nuits le nombre d'insectes piégés. L'idée derrière ça, c'est de trouver, on sait qu'au fil des ans, que ce soit l'État ou les collectivités, et nous-mêmes, dans notre réserve de ciel étoilé, on préconise un certain type de lumière. On sait que les critères ont varié et que ben, il y a quelques années, on était au-dessus de 3000 degrés Kelvin. Aujourd'hui, la norme, c'est 3000. Nous, dans la réserve de ciel étoilé, on est sur plutôt du 2004-2007. Et en zone cœur de la réserve, on est sur de la LED ambrée
Donc, on est sur du 1800-2000 Kelvin. Donc, la question des syndicats, c'était de savoir si on pouvait trouver un point un peu d'équilibre entre des critères environnementaux, biodiversité, coût du matériel et efficacité énergétique entre ces différents types de matériel. Donc, on a testé donc, sur différents types de lampadaires, donc du 2000 Kelvin, 2004, 2007, 3000. Et on a aussi voulu mesurer la différence entre donc des lampadaires avec un piège où on faisait de la baisse de puissance et des lampadaires où on faisait de la coupure. Donc les premiers résultats, vous les avez à l'écran. Donc l'étude se poursuit pour qu'on ait encore plus de nuits et que ça soit plus robuste au niveau statistique avant de faire une vraie publication. Donc là, vous avez le nombre d'insectes piégés par nuit. Donc c'est une moyenne hein, sur une quinzaine de nuits. Donc là, voilà, le premier graphique, donc c'est un lampadaire où on pratique de l'abaissement. En gros, c'est de l'abaissement entre 23 heures et 6 heures du matin. Donc vous voyez 42 insectes piégés en moyenne par nuit. Des lampadaires où on pratique de la coupure en milieu de nuit. euh, et des lampadaires où il n'y a pas d'éclairage. Donc un lampadaire témoin. Pardon, je me suis trompé. Le premier, c'est l'abaissement. C'est pas de la coupure. Donc l'abaissement, en gros, c'est entre minuit et 6 heures du matin, on baisse le flux lumineux et on conserve autour de 20% du flux lumineux. Donc vous voyez qu'il y a une différence significative entre abaissement et extinction. Donc c'est assez notable. Et puis deuxième diapo, la suivante. Donc là, c'est là où on mesurait différents types de matériel, donc allumé toute la nuit, entre un matériel à 3000 degrés Kelvin, un matériel à 1800 Kelvin, et puis un mât sans éclairage. Donc depuis, là aussi, il y a une petite différence qui n'est pas encore très très significative. Et là, on a rajouté cette année, l'année dernière, on a rajouté euh, un lampadaire à 2200 et 2400 Kelvin. L'idée derrière tout ça, c'est donc continuer ce travail pour avoir plus de nuits et que ça soit plus robuste, comme je disais. Et puis pouvoir donner plus d'arguments aux syndicats quand ils vont voir les maires pour leur dire, ben voilà, la coupure, voilà les impacts. On les connaît sur l'énergie. Il y a aussi un impact sur la biodiversité, c'est pas neutre. Et puis sur la température, il y a aussi un effet. Donc on vous demande d'abaisser la température et si c'est possible, d'aller sur du 2002 ou du 2400 Kelvin, par exemple. Donc voilà un petit peu comment nous on a pris les choses et je pense que là j'ai la dernière diapo. Fabien. Ouais. Voilà, donc ce que je vous disais, la suite sur 2025 et peut-être 2026, on verra, ça dépendra du nombre de nuits en fait. La question étant de trouver effectivement un peu un point d'équilibre dans le matériel qu'on préconise, parce qu'on sait bien que pour les gestionnaires de parcs d'éclairage public, c'est tout le temps des critères et des normes qui changent. Et pour eux, c'est un peu difficile. Et pour le citoyen aussi, de rentrer dans les villages ou des villes où on a différents types de températures, de couleurs, c'est pas toujours très agréable quand on est piéton ou automobiliste. Voilà. Ok, merci. Ben, je prends le relais. Je sais pas combien de temps il nous reste, Pierre. On va faire vite. Plus très longtemps, donc si vous pouvez faire court, Allez, c'est bien. on fait vite. Donc, je voulais vous parler des leviers financiers. Alors, pas en général, hein, je fais vraiment un focus sur des démarches portées par l'OFB. Donc, il ne s'agit pas d'outils financiers qui vous permettent de rénover largement vos lampadaires au niveau des communes. Pour ça, il faudra aller voir la FNCCR ou potentiellement le Fonds vert s'il reste quelque chose sur la ligne sur la rénovation de l'éclairage en 2025, ce qui est pas sûr. Donc, je voulais vous parler très brièvement de deux démarches. Donc, les atlas de la biodiversité communale et des territoires engagés pour la nature. Les ABC, Atlas de la biodiversité communale, peuvent être un levier pour améliorer la connaissance sur la biodiversité nocturne. En fait, ce sont des démarches qui permettent de réaliser des inventaires naturalistes de terrain avec une dimension participative, de réaliser des cartographies d'enjeux et de définir un plan d'action. Donc, on peut tout à fait, dans ce cadre-là, se saisir de la question de la biodiversité nocturne et dans le plan d'action des leviers sur la pollution lumineuse.
Donc pour en savoir plus, je vous ai mis un lien. Il y a des financements de l'OFB qui permettent de financer ces ABC. Là, je vous ai mis 3 diapos sur lesquelles j'aurai pas le temps de m'étendre, mais vous les aurez dans la présentation en téléchargement. Donc, sur 3 exemples de métropoles qui ont mobilisé les ABC en faveur, là, les chauves-souris pour Nantes avec un arrêté de biotope, un travail sur des cours d'eau à Aix-en-Provence, et puis un travail sur une trame noire au Havre. Bon, je vous laisserai découvrir tout ça, mais c'était pour vous donner des idées. Le deuxième levier, c'est la démarche des territoires engagés pour la nature, qui est portée. Donc là, je pense que la RB serait mieux placée que moi pour en parler, mais c'est pour vraiment expliquer quelle est la démarche. Donc l'idée, c'est que la collectivité s'engage sur 3 actions à mener. Et il arrive donc que des collectivités, dans leurs 3 actions, en identifient au moins, enfin une parfois, sur la question de la lutte contre la pollution lumineuse. Donc ça peut aussi être un levier. Et derrière, je ne veux pas m'engager à la place de la région, mais il se peut que la région, à travers les financements qu'elle porte, apporte une attention particulière du coup aux actions qui seraient proposées dans le cadre de TEN. Mais ça, je laisserai les collègues de la région s'exprimer. Ça dépend des régions. Et donc, pour terminer, moi, ma dernière partie, donc, je voulais présenter 3 leviers qui montrent la mobilisation large des territoires en France. Donc, il y a le concours Villes et Villages étoilés qui est porté par l'ANPCEN, l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, qui est en train de clore son dernier appel à candidature. Donc, on saura dans les prochains mois quelles sont les nouvelles communes, villes et villages étoilés, avec de 1 à 5 étoiles en fonction du niveau d'engagement. Donc, il y avait plus de 700 communes en 2021 lors du dernier classement. Il y a une cinquantaine de territoires qui portent des démarches de trame noire. Bon, là, je ne vais pas m'étendre dessus pour être un peu long, mais l'idée, c'est globalement de cartographier les enjeux de continuité écologique, de le recroiser avec la pression pollution lumineuse et de mettre en place un plan d'action pour réduire cette pollution lumineuse et restaurer les continuités du point de vue de cette pression. Donc on a réalisé à l'OFB avec Romain Sordello un guide sur la trame noire. Si vous voulez des exemplaires papier, vous pouvez m'écrire à tramevertebleu@ofb.gouv.fr. Il y aura l'adresse à la fin. Et puis la dernière démarche, hein, donc ça c'est une carte produite par Dark Sky Lab qui identifie donc les réserves internationales de ciel étoilé. Donc on retrouve là les 5 réserves actuellement classées, avec les traits les plus noirs et puis les traits un peu en pointillés, les projets de réserve. Et là on voit qu'en Occitanie, on est quand même déjà on a 2 réserves de ciel étoilé, les Cévennes et le Pic du Midi dans le parc national des Pyrénées. Et on a plusieurs projets, notamment les Pyrénées catalanes et les Causses du Quercy. Voilà. Donc, je ne sais pas si on a encore le temps, mais il y avait l'idée de dire quelques mots sur la RIS des Cévennes. Mais bon, voilà. Très, très rapide. On Allez, vous montre la une Non, toute carte. mais petite pub rapide. c'était juste pour élargir un tout petit peu la discussion et vous expliquer que autour du label, on a travaillé comme font les parcs ou les collectivités, c'est-à-dire qu'on a essayé de dérouler d'autres outils et d'avoir une entrée éducation à l'environnement. On a un réseau de prestataires touristiques qui sont partenaires, des gîtes ou une agence de voyage, évidemment les associations d'astronomie, travailler sur des aménagements de sites, de belvédères, pour que les gens puissent venir observer les étoiles, une exposition, enfin bon, pas mal d'outils pour dérouler et déployer un peu comme on pourrait le faire sur les journées du patrimoine ou la biodiversité. On a un peu tous nos outils et travailler notamment avec les acteurs touristiques, les offices du tourisme et on travaille aussi maintenant avec les grandes métropoles qui sont voisines. Donc j'ai vu qu'il y avait Montpellier qui était aussi associé aujourd'hui, Montpellier, Nîmes Métropole, Alès Agglomération, Mende et Millau en plus des syndicats pour travailler avec les grandes métropoles qui sont des sources de pollution lumineuse, ça on le sait bien, et qui ont souhaité s'engager autour de la réserve de ciel étoilé pour limiter la pollution lumineuse et travailler sur l'éclairage privé. Voilà. Donc c'est aussi de cette dynamique qu'on essaye de faire grâce au label.
Eh bien, écoutez, alors je ne voulais pas vous couper, mais merci beaucoup à tous les deux parce que le temps file. On a déjà des personnes là, qui nous disent que ça va un peu vite. Alors, ne vous inquiétez pas. Pour ceux pour qui ça va un peu vite, vous aurez toutes les diapositives, notamment par rapport à ce qui a été affiché sur l'étude qui a été lancée par le parc des Cévennes. Vous pourrez retrouver les graphes, ce genre de choses, et les regarder à tête reposée, donc vous inquiétez pas. On va donc passer, alors du coup, je vais repartager l'écran aux questions. Mais du coup, il y en a pas mal dans le chat. Alors là aussi, pas d'inquiétude. Si on n'a pas le temps de traiter toutes les questions, on les reprendra et on vous enverra, on demandera à nos intervenants éventuellement d'y répondre un peu plus tard. Et on vous enverra tout par mail par la suite. Mais on va essayer déjà de répondre aux premières. Alors, hop, je vais arrêter pour qu'on vous voit pour les réponses. Alors, il y avait des questions à la fois, enfin techniques par rapport forcément à vos interventions. Une des premières questions, c'était de savoir est-ce que les LED ambrés et les LED de 2200 Kelvin sont identiques? Je ne sais pas, Fabien ou Richard qui souhaite répondre par rapport à cette question. C'était quoi la question? Lait d'ambré et Est-ce que les LED ambrés et les LED 2200 Kelvin sont identiques? pour moi, non. J'ai vu qu'il y avait Alors, Samuel Busson a fait une réponse via Samuel qui est moi. là, mais la lait d'ambré, pour moi, c'est du 1008, mais Samuel est là, il pourra corriger. Je pense qu'on est vraiment dans la lait d'ambré à 1800 Kelvin. Ok, d'accord. Bon, après, on vous regardera. Donc, dans le chat, Samuel Busson a fait une réponse. Effectivement, alors c'est peut-être sur le terme ambré, manifestement, qu'il y a discussion sur ce sujet, puisque forcément, dans un cas, on parle de Kelvin et ensuite, on met un terme sur le sujet. Donc, c'est peut-être aussi pour ça. Fabien, je te laisse. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que globalement, plus on est dans des couleurs chaudes, orangées, ambrées, là, donc effectivement le terme ambré, c'est peut-être pas très précis, mais euh, a priori, donc on est sur un spectre lumineux qui est un peu plus étroit, et a priori, généralement avec peu ou pas de pics de bleu, et donc c'est globalement plus favorable à la biodiversité. 2200 Kelvin sera mieux que les 3000 qui sont autorisés par la réglementation. Après, on est aussi sur des choix un peu de couleurs d'ambiance. Voilà. 2200, c'est quand même déjà pas mal, c'est déjà bien mieux comme température de couleur. Donc, moins de 3000, c'est toujours mieux. On va dire ça. Voilà. Oui, voilà, ouais, même Ok, 2400, 2200, c'est déjà pas mal. ça roule. Merci Fabien. Une autre question un peu plus technique. Il y a eu des réponses dans le chat, mais je voulais quand même vous la poser. Pourquoi on peut considérer que les lampadaires solaires sont, on va dire, néfastes? On va prendre avec des guillemets néfastes, hein, j'imagine. Ouais, ce qui est gênant, c'est surtout que comme ils sont totalement déconnectés du réseau électrique, en gros, on peut les mettre absolument n'importe où, et donc c'est ce qu'on peut observer dans certains endroits. Et en plus, je crois savoir que même parfois ils respectent pas la réglementation. C'est des trucs achetés, je sais pas trop où, mais et qui peuvent éclairer potentiellement même au-delà des 3000 Kelvin, ce qui est interdit, hein, parce que D'accord. pour des nouvelles poses, on ne peut plus poser des lampadaires qui éclairent à plus de 3000. C'est surtout ce côté mitage, en fait, qui est très risqué, quoi. D'accord. Donc bien positionné, pas forcément sur ce type de dispositif, ou si vous les installez, bah, du coup, faites-vous accompagner, j'imagine, par des structures et respectez la réglementation. Donc c'est un arrêté de 2018, je crois qu'il a été mis dans le chat, mais on pourra vous le repréciser, vous le verrez aussi dans les plaquettes. On avait une question, alors peut-être sans doute plus pour Richard. C'était de savoir, pour une commune qui est proche d'un parc national, mais en dehors de la zone d'adhésion, est-ce qu'on peut se positionner sur donc une réserve internationale de ciel étoilé ou sur le label ville et village étoilé? Ou les deux peut-être. Tout est possible. C'est une question de dosage de votre temps et de votre motivation. Ville et village étoilé, on est à l'échelle, comme le nom l'indique, de petits territoires, ville ou village. Réserve de ciel étoilé, il y a un minimum de surface. Donc, si vous êtes un village, vous ne pourrez pas candidater au label ville et village étoilé. Euh, Ça dépend un peu, si vous êtes sur un territoire un peu plus large de parcs ou les labels de RIS, c'est plutôt pour des milieux ruraux parce qu'il faut prouver une très bonne qualité de noirceur de ciel. Donc pour les grandes villes, c'est pas possible. Par contre, l'association qui donne ce label-là, qui s'appelle Dark Sky International,
a un label pour les territoires urbains, communautés urbaines. Donc, je vous mettrai dans le chat là, le lien vers l'association. Ah, il y a tous les cahiers des charges, les guidelines sont en ligne. Vous pourrez voir, c'est plutôt pour des grands territoires, mais il y a en gros une version urbain. Et Ville et Villages Étoilés, c'est la NPCEN qui le propose. Donc là, il y a un cahier des charges et il y a des correspondants par département de la NPCEN sur ce label Ville et Villages Étoilés. Merci Richard pour cette réponse très précise. Une autre petite question, alors qui est plus générale, euh, par rapport au, parce que là c'est vrai qu'on a parlé des éclairages publics et on peut se poser la question sur les éclairages privés. Euh, et du coup, du fait d'une explosion, alors soit de LED ou d'éclairage blanc ou une surexposition dans certains jardins qui peuvent éclairer les zones naturelles, est-ce qu'il y a, comment on peut agir sur le sujet? Est-ce que vous avez des idées? Vous savez s'il y a des choses qui sont en cours par rapport à cet éclairage privé, puisque il y a une réglementation qui s'applique plutôt au public, si j'ai bien compris. Alors la réglementation s'applique à tous les éclairages, mais ça c'est classé par comment dire par finalité d'éclairage. Et Samuel est connecté, il maîtrise bien mieux que moi la réglementation, mais après moi là comme ça j'ai pas d'idée de solution à part la sensibilisation. Si effectivement c'est un éclairage de jardin privé qui déborderait sur des espaces naturels. Le meilleur levier, mais bon, qui est quand même assez fragile, hein, c'est la possible présence d'espèces protégées sur, bon, du coup, sur des espaces naturels qui seraient un peu particuliers, je sais pas, de type falaise ou quoi, avec des chauves-souris, mais par exemple. Mais ouais, les leviers, moi, j'ai l'impression que ça serait surtout de la sensibilisation, là, en l'occurrence. Ok. Ouais, Alors, oui, j'ai lu peut-être la. Ouais. pour préciser par rapport à la réglementation, donc ce fameux arrêté de décembre 2018, donc préciser que les entreprises, hein, notamment, du coup, doivent respecter cette réglementation pour tout ce qui est éclairage des bureaux, des parcs de stationnement qui sont attenants, ce genre de choses. Mm. Mais effectivement, peut-être pour les particuliers, quand on pense au jardin ou espace extérieur. Donc là, on sera sur de la pédagogie et puis au fur et à mesure de l'amélioration, peut-être au niveau national, quand vous allez chez vos anciennes de bricolage, pour être, du coup, essayer de... On a beaucoup parlé de Kelvin, là, mais d'être en dessous de ces 3000 Kelvin quand vous souhaitez éclairer et savoir si vous devez vraiment éclairer un espace. Donc, je pense bien vous poser la question. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Richard ou Fabien, par rapport à ça. Oui, charge, pas oui, par rapport aux particuliers, comment. Sur les privés, alors sur les privés, nous on commence un travail en direction des acteurs privés. On avait commencé un travail avec des diagnostics, avec un architecte éclairagiste sur des gîtes, usines, hôtels, mais c'est quelques-uns. Et là, on a travaillé sur un guide de conseil avec l'association IPAMAC pour tout un tas de types d'acteurs privés. En gros, j'ai une pharmacie, une usine, j'ai un hôtel, j'ai un supermarché. Qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer et limiter la pollution lumineuse? Et aussi les privés, parce que les gens, que ça soit la lumière au-dessus de la porte de garage, que ce soit les petites lampes qu'on met solaires, voilà, il y a aussi beaucoup de choses qui se font à l'échelle privée et qui se vendent dans les magasins ou qui respectent pas la réglementation, quoi. Voilà, donc là, c'est en gros sensibilisation, pédagogie, rappel de la réglementation sur les heures de coupure hein, pour les privés. Mais aujourd'hui, voilà, c'est peu. J'ai quelques connaissances de communes, peu, où il y a les maires se sont engagés avec un courrier en parallèle de l'action qu'ils faisaient sur l'éclairage public, un courrier au privé en disant voilà, on est élu, on s'engage dans la rénovation, la coupure de l'éclairage public. On vous rappelle la réglementation, on vous incite à. Euh, il y a une commune que je connais, c'est la ville d'Alès, où ils ont mobilisé la police municipale pour, dans le cadre d'un RLP, Règlement local de publicité, ils font des tournées de nuit et ils vérifient les commerces pour voir s'ils sont conformes ou non conformes à l'extinction. Et rappel, visite aux commerçants et rappel de la réglementation. Et si nécessaire, courrier de police administrative aux pétitionnaires. Mais 9 fois sur 10, les gens ne connaissent pas la réglementation et ça suffit pour que les commerces coupent, en fait. Voilà.
Et merci Richard. Donc, beaucoup Donc, d'informations. Vas-y Fabien, pardon. oui, non, j'ai mis un lien dans le chat, donc un article sur le site du CEREMA qui décrypte la réglementation. Donc effectivement, elle s'applique au public, mais aussi aux entreprises, mais également, bon, il y avait des lectures un peu différentes, mais également, on pense qu'elle s'applique également aux particuliers. En tout cas, rien ne l'exclut dans l'arrêté. L'arrêté classe vraiment les éclairages en fonction de la finalité, donc, et non pas du gestionnaire de l'éclairage. Donc voilà, si vous voulez vraiment creuser un peu le sujet, il y a l'article qui permet de décrire de manière un peu plus digeste, disons, l'arrêté de 2018. Merci pour vos compléments. Bon, voilà, on parle beaucoup réglementation. Alors, on va faire deux dernières questions avant de passer à la suite. Alors, je ne sais pas si vous aurez la réponse par rapport aux cyclistes. Finalement, quels sont les dispositifs d'éclairage les plus intéressants pour ce type de déplacement? Alors, c'est vrai qu'on a vu fleurir des initiatives. Je pense notamment à des entreprises là, qui font des bandes réfléchissantes, ce genre de choses la nuit. Est-ce que vous avez des préconisations à faire pour tout ce qui est bande cyclable ou ce genre de choses? Bah, nous, ce qu'on préconise, c'est l'utilisation plutôt comment dire, de solutions d'éclairage passif, quoi, c'est-à-dire des éléments réfléchissants, des catadioptres, voilà, ce genre d'éléments. Donc effectivement, l'objectif, c'est quand même de développer les déplacements doux, donc notamment sur la métropole de Montpellier, il y a l'idée de connecter les différentes villes et villages périphériques à la métropole par des pistes cyclables. Mais si on se mettait à éclairer tous ces espaces, ça générerait une forte fragmentation. Donc ça, en effet, il faut faire attention. Après, évidemment, il y a probablement des lieux, des carrefours, etc., qui pourraient nécessiter un éclairage. Alors pourquoi pas un détecteur de présence pour réduire le temps d'éclairage. Ouais, sur les solutions donc photoluminescentes, là, les peintures photoluminescentes, c'est vrai que personnellement, bon, mon analyse, c'est que c'est un peu la solution gadget pour l'avoir moi-même testé le long du lèse. Je me suis surtout rendu compte, ça m'avait permis de voir qu'il fallait que je change de système d'éclairage qui n'était pas en fait du tout sécurisant sur mon vélo. Donc les systèmes d'éclairage sont quand même obligatoires sur les vélos. Et en réalité, avec un bon éclairage, les bandes photoluminescentes sont juste pas visibles, hein. D'accord. Donc, Bon, est-ce qu'on peut dire finalement qu'à vélo, normalement, on doit avoir des éclairages? Donc, un bon éclairage sur le un bon vélo éclairage de vélo. devrait déjà suffire à répondre à la question. Et ensuite, Et ce que tu disais, voilà, et les puis il peut y dispositifs. avoir tout simplement de veiller à ce que je sais pas, j'ai pas les bons termes, mais les bandes donc peintes de part et d'autre blanches, donc soient quand même régulièrement repeintes peut-être, et donc ça donne quand même Oui, un un repère pour le repère trafic. suffisant pour sécuriser le déplacement dès lors qu'on a un éclairage. Ok, merci Fabien. Et une toute dernière question, parce que, alors j'imagine qu'on va en reparler plus tard, mais alors, sur la sécurité, alors peut-être plus côté Richard, par rapport aux extinctions qu'il y a pu y avoir ou de l'abaissement, sur ce sujet, est-ce qu'il y a Alors, des... voilà. moi, j'ai donné une référence que j'avais sur une ville moyenne, ville de Millau. Je l'ai mis dans le chat où il y a eu, avant la coupure, le maire a fait une expérience sur un quartier pendant 6 mois avec les forces de l'ordre pour voir avant-après évolution de la criminalité ou pas. Donc, résultat, pas de hausse, pas de baisse. Moi, j'ai pas vu d'études nationales. Bon, je sais pas si il y a Romain ou il y a Samuel qui est là qui pourront peut-être compléter. Moi, ce que je conseille, nous, en tout cas, ce qu'on a fait, même si on est en Lozère, hein, mais il peut y avoir un peu on n'est pas dans des grandes zones urbaines, mais malgré tout, en milieu rural, il y a aussi des fois des questions qui se posent. C'est quand vous avez des discussions sur ce sujet en milieu rural, hein. Moi, je ne vais pas parler pour les grandes métropoles. C'est d'associer les forces de l'ordre, gendarmes, police, voilà, pour que eux viennent témoigner sur comment ça se passe en milieu rural notamment. C'est mieux que ce soit les forces de l'ordre qui abordent ce sujet. En tout cas, nous, chaque fois qu'on a fait des réunions publiques dans des communes et qui avaient le sujet, donc avec les gens
autant que ce soit les gendarmes qui parlent de ça plutôt que nous. Après, sur les grandes métropoles, bah, il y a peut-être des gens plus compétents que moi pour parler. Je sais qu'à Montpellier, évidemment, le sujet, on en avait parlé avec Bruno Paterno, il est là, il peut peut-être en dire un mot. On n'est pas du tout dans les mêmes considérations qu'en milieu rural. Voilà, là, grande ville, la Lozère, c'est pas notre rayon. S'il y en a qui veulent réagir là-dessus, voilà. Bonjour à tous, Samuel Buisson et Pierre qui m'a filé le micro. Donc, je travaille au CRMA. Juste pour compléter ce que vient de dire Richard, il y a des travaux en cours par Chloé Baudet qui travaille à l'INRAE, là, qui est en train de mener, qui est en train de finaliser sa thèse sur le sujet. Donc, ça nous apportera pas mal d'éléments. C'est vraiment dépendant du territoire et des habitudes de pratique d'éclairage. Et au-delà de ce que recommandait Richard d'associer les forces de l'ordre à ce type d'échange, idéalement, moi je trouve que c'est l'expérimentation en fait, c'est de tester des modalités et en concertation avec la population pour voir comment c'est vécu, comment c'est perçu, parce qu'au-delà de l'insécurité, il y a clairement la problématique du sentiment d'insécurité et du sentiment de déclassement que l'extinction peut engendrer sur certains territoires auprès de certaines populations. Donc c'est à prendre en compte. Et il y a aussi une distinction à faire entre les quartiers résidentiels et par exemple les zones d'activité commerciale ou ce genre de choses. Moi, j'ai eu des retours, en gros, en zone résidentielle et plutôt en zone rurale, éteindre, ça a plutôt tendance à réduire les incivilités parce qu'il y a moins de rassemblements en fait de jeunes ou etc. Consommation d'alcool, stupéfiants sur la voie publique. Donc voilà, ça c'est bon, c'est souvent des élus qui étaient eux-mêmes porteurs de la mesure qui me le rapportaient. Donc voilà, ils insistaient peut-être sur les effets positifs et pas trop sur les effets négatifs, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça mérite d'être suivi. Par contre, il y a eu des retours aussi d'augmentation des vols sur les zones commerciales quand il y a des extinctions sans un renforcement des moyens de surveillance ou quoi. Et là, il y avait notamment sur la métropole de Grenoble un travail qui avait été fait sur la mise en place de détection, à la fois sur allumage quand il y a du passage, ce qui rend les éventuels maraudeurs beaucoup plus visibles, et puis aussi vidéo protection sur ces secteurs-là, parce qu'effectivement, bah, il y a beaucoup moins de monde dans les zones d'activité la nuit, quoi. Donc, il faut faire du cas, par territoire, en fonction de son usage la nuit, quoi. Eh ben, merci beaucoup Samuel pour cette réponse très complète. Et puis du coup, on suivra les travaux de la thésarde que tu as citée. On pourra éventuellement, quand ce sera terminé, relayer aux personnes qui ont suivi ce webinaire. On pourra le mettre sur la page web de l'ARB. Du coup, j'enchaîne parce que donc merci à Richard et Fabien. Restez avec nous parce que j'imagine qu'il y aura peut-être d'autres questions si vous le pouvez. Et puis du coup, on va continuer. Je vais partager de nouveau hop, l'écran. Et alors, est-ce que vous voyez? J'imagine normalement ça devrait être bon. Et bah, du coup, ça va être à moi de prendre la parole pour vous présenter les outils qui ont été développés en région, donc en région Occitanie. Et quand je dis développé, ça est co-développé, vous le verrez juste après, puisqu'il y a beaucoup de partenaires qui ont été associés. Et avant toute chose, je souhaiterais surtout remercier l'ADEME qui a cofinancé ces outils. Et vous rappelez aussi que du coup, ce webinaire est réalisé en partenariat avec l'ADEME et le réseau des élus pour agir. On y reviendra un tout petit peu en fin de webinaire. Par rapport donc à l'idée et ce pourquoi finalement on fait un webinaire sur le sujet, donc vous avez vu la région Occitanie est très investie sur la lutte contre la pollution lumineuse, notamment à travers sa stratégie régionale de la biodiversité, c'est le premier élément que vous voyez en haut de l'écran, puisqu'il y a un objectif de réduction de la pollution lumineuse et de restauration des trames noires dans cette SRB. Et avec les partenaires et de fait l'ARB Occitanie, on nous a confié pour mission d'accélérer l'extinction et la gestion différenciée de l'éclairage public des communes. Donc ça, c'était le grand objectif qui nous a été fixé. D'où la présentation aujourd'hui de ce qu'on appelle du kit de communication à destination, alors à la fois des élus, mais aussi des techniciens qui peuvent accompagner les élus, puisque finalement, toutes les communes d'Occitanie aujourd'hui n'éteignent pas leur éclairage public ou n'abaissent pas leur éclairage public. Donc il y a encore un effort important à faire pour couvrir tout le territoire. Et donc, avec des partenaires, on s'est mis autour d'une table pour finalement en trois étapes, donc co-construire et développer des outils de communication je vais vous présenter juste après, valoriser et déployer ces outils. Donc là, c'est tout l'idée de ce webinaire et des suites qu'il y aura après.
et, in fine, voir s'il y a des changements de pratique et pouvoir les évaluer avec les indicateurs qu'on vous a présentés au début, qui sont mis en place par l'Observatoire régional de la biodiversité. Donc là, du coup, on a vraiment un suivi au long cours de ces éléments et du coup, tout un panel d'outils assez complet. Alors, les outils ont été, comme je vous le disais, co-construits avec différents partenaires. On avait à peu près 30 personnes qui ont participé à des groupes de travail sur 2 ans maintenant. Alors, vous voyez, il y a les structures. Alors, il n'y a pas forcément le nom des personnes, je n'ai pas pu mettre tout le monde. Mais on a à la fois des structures institutionnelles, aussi d'autres qui sont plus sur la partie, on va dire, naturaliste ou éducation à l'environnement. Le réseau des parcs naturels régionaux. Toute une partie aussi liée aux astronomes, on en a parlé, représentés par l'ANPCEN, donc qui porte le label Ville et Village étoilés, et des acteurs plus organisés sur le sujet donc de l'énergie, avec à la fois les conseillers en énergie partagée donc d'Occitanie et les différents syndicats départementaux d'énergie qui ont bien voulu donc co-construire les outils avec nous. Alors, ça fait beaucoup de teasing, mais du coup, je ne vous parle pas de réellement ce qu'on a créé, donc ça vient tout de suite. On a donc, dans un premier temps, avec les différents membres, décidé de co-construire 2 plaquettes. Donc, la première que vous voyez à l'écran, donc des plaquettes plutôt à destination des élus, puisque ce sont les maires, notamment pour la majeure partie du temps, qui ont la compétence pour gérer l'éclairage public. Donc par rapport à ça, vous voyez, donc c'est des plaquettes en 8 pages, assez simples et qui reprennent différents éléments. Donc celle-ci, on était plutôt sur des communes qui n'avaient pas encore pratiqué d'extinction et qui finalement, pour essayer de les embarquer et leur dire quels étaient tous les avantages par rapport à ça et aussi de lever les freins. On vient de parler de la sécurité, on a cité 2 études en exemple par rapport à ce sujet. On parle également dans ces plaquettes de la réglementation, on en a parlé longuement juste avant. Donc voilà, c'est de donner quelques éléments pour à la fois commencer à donner des réponses et inciter les élus à passer à l'action. Une fois, on va dire que les élus sont convaincus, on a aussi des retours d'expérience pour faire voir bah, que ça fonctionne et que généralement les citoyens sont plutôt contents en termes d'extinction. Et une fois qu'on a des élus qui sont motivés pour passer à l'action, et on a créé donc une deuxième plaquette plutôt pour identifier les étapes nécessaires à l'extinction de l'éclairage public et aussi, on va dire, quelques éléments d'erreurs à ne pas faire ou au contraire de choses à réaliser, notamment lors des concertations avec les administrés et les citoyens, pour essayer de les inclure à la démarche et qu'il y ait une appropriation de cette phase d'extinction ou d'abaissement de puissance de l'éclairage public et que les citoyens puissent se l'approprier et tenter de diminuer notamment ce sentiment d'insécurité qu'il pourrait y avoir en pleine nuit. Donc, je ne vais pas vous lister tout ce qu'il y a dans les plaquettes, hein. Vous voyez les différents éléments là qui sont sur ces 2 plaquettes. Bien évidemment, je vous le dirai à la fin, mais tout ça se retrouve sur notre site internet. Vous pourrez les télécharger. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On pourra vous imprimer des plaquettes et que vous puissiez venir les chercher donc, à l'ARB Occitanie. On est sur 2 sites, un sur Montpellier et un sur Toulouse. Donc ça, il ne faudra pas hésiter à nous envoyer un mail si vous souhaitez qu'on venir chercher des plaquettes. On pourra vous les transmettre. On a avec les plaquettes, réaliser aussi alors une affiche et ce qu'on appelait flyers. Alors là, on est plutôt dans une logique d'organisation d'une réunion publique pour inciter les citoyens à venir à cette réunion publique. Donc, on s'est mis dans la peau de communes qui n'avaient pas forcément les moyens ni les éléments techniques pour réaliser ce type d'outils. Donc là, vous avez une affiche et un flyer pour faire du boitage où vous pouvez personnaliser donc le lieu, l'heure de la réunion. Donc ces éléments, pareil, sont téléchargeables sur le site internet de l'ARB. Et donc les communes pourront les imprimer pour inviter leurs administrés à participer aux réunions publiques. En complément, quelque chose qui va bientôt être disponible, puisque du coup les expositions ont été imprimées et réceptionnées, mais c'est donc 9 panneaux d'exposition, donc une exposition qui va être mise à disposition gratuitement des communes qui le souhaitent. On en a fait 4 exemplaires, donc il y en a 3 qui sont vraiment bien, il y en a 2, on a enfin un exemplaire, on a un petit souci, mais en tout cas 3 qui sont totalement utilisables et qui seront disponibles dans des maisons de région. Alors pour l'instant, ils n'ont pas encore été envoyés aux maisons de région, mais il y a 4 maisons de région qui se sont positionnées pour qu'on puisse couvrir à peu près tout le territoire régional.
Bon, on vous demandera de toute façon pour les communes qui le souhaitent de vous déplacer pour aller récupérer l'exposition et ensuite la rendre. Mais sachez qu'en tout cas, il existe désormais cette exposition que vous pouvez emprunter gratuitement. Et là encore, dès que ce sera dans les maisons de région, on vous enverra un mail pour vous indiquer la disponibilité de ces expositions. Donc il y a 9 panneaux avec, bon, comme vous voyez, où on reprend les éléments sur la pollution lumineuse, qu'est-ce que c'est, les impacts sur la biodiversité, la santé, l'énergie, l'économie, l'astronomie, les solutions et ce qui est mis en place en Occitanie. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que c'était une exposition qui avait été développée par FN Occitanie Pyrénées et dont on a enfin renouvelé l'information à l'intérieur et repris la forme pour que ça reprenne en tout cas notamment les éléments graphiques de l'ARD. Donc voilà par rapport à cette exposition. Et enfin, là, c'est aussi en cours de développement. Enfin, l'outil est développé, mais désormais, il va falloir qu'on rentre toutes les structures pour que les maires puissent accéder à l'information et les techniciens. C'est si vous souhaitez être accompagné au niveau local par une structure ou plusieurs structures sur les sujets énergie, biodiversité ou encore astronomie en lien avec la pollution lumineuse ou l'extinction de l'éclairage public, et ben, demain, vous pourrez taper votre code postal et du coup avoir des contacts locaux qui vous accompagneront sur le terrain, que vous puissiez tout simplement les appeler pour faciliter les choses et la mise en relation. Voilà pour les différents outils. Tout ça, vous le retrouvez sur notre page internet qui a été développée donc, sur le site de l'ARB Occitanie. Donc, je vous ai mis le lien ici. Vous l'aurez bien évidemment avec les slides de la présentation. Donc, vous pourrez aller sur notre site et dès qu'on a des nouveautés, étant donné que vous êtes inscrit, on vous enverra pardon, les informations par mail. Voilà pour les outils développés ces 2 dernières années. Et encore un grand merci à l'ensemble des partenaires, puisque ça a été quand même assez long, mais je pense que le résultat est assez convaincant. Donc un grand merci à eux et à l'ADEME pour le cofinancement. Et bah, écoutez, maintenant, on va passer à une petite phase d'interview. Alors, je regarde vite fait l'heure, on est à peu près bien. Pierre, Donc, avec Bertrand Plaise. Merci Bertrand d'être disponible, qui est donc premier adjoint délégué à la transition écologique, à l'environnement et à la gestion des risques à la commune de Prades-le-Lez dans l'Hérault. Et alors, je vais peut-être hop, arrêter le partage pour qu'on puisse mieux te voir, Bertrand. Donc déjà, bonjour Bertrand, merci d'être là. Bonjour à tous. Et du coup, donc, sur le format interview, donc Prades-le-Lez, donc tu vas nous raconter l'histoire, mais du coup, c'est engagé dans une démarche d'extinction de l'éclairage public. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'historique, pourquoi Prades du coup, a mené ce type de projet, et puis peut-être où vous en êtes aujourd'hui? Oui, donc bon, ça a commencé en 2015 à Prades, donc je crois que c'est la première commune dans l'Hérault et peut-être même en Occitanie qui a mené cette extinction. Alors au départ, donc c'était le maire précédent. Il a mis ça en place, je pense, essentiellement pour des raisons d'économie, mais pas que. Et il pensait déjà aussi à l'environnement. Euh, donc c'était à l'époque une extinction partielle. Donc il y a deux en fait. Départementales, maintenant c'est des métropolitaines, ça s'appelle, qui traversent en croix le village qui, elle, restait allumée toute la nuit, et le cœur du village, mais le reste était éteint entre minuit et 5 heures, je crois. Et puis 1 heure, 5 heures en été. Nous, on est arrivé en 2020 et on est arrivé en période Covid avec bah, les restrictions que tout le monde connaît. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, tiens, c'est l'occasion de mener une expérience d'extinction plus importante. Et en fait, on est passé à une extinction totale, donc de l'ensemble des luminaires, et sur une durée plus longue. Donc on est actuellement sur 23 heures, 6 heures, et en été, en fait, on a du minuit, 6 heures. Voilà, donc ça, c'est l'histoire un peu courte. Alors évidemment, ça ne s'est pas fait comme ça brutalement, hein. Ça a déjà été évoqué dans tout ce que vous avez dit auparavant, mais on l'a fait en concertation avec les habitants. Le maire précédent avait commencé par 2 réunions publiques, enfin une réunion pour annoncer, une réunion ensuite aussi de bilan au bout de 6 mois. Mhm. Où, en fait, finalement, le bilan était positif pour toutes les raisons qu'on a évoquées, hein. Donc nous, on a fait pareil, hein, évidemment.
euh, à la fois la biodiversité, la santé humaine, redécouvrir le ciel nocturne, etc. Enfin, je ne vais pas reprendre tout en détail. Euh, et la, la, la seule chose enfin, il y a deux choses qui posent un peu. Alors, je sais pas, est-ce que je continue comme Oui, ça? oui, 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 c'est possible. Voilà, la seule chose, enfin les choses qui posent souci et auxquelles on est un peu confronté encore en ce moment, c'est le sentiment d'insécurité, donc qui a été mentionné plusieurs fois et qui a été aussi, alors c'est effectivement un sentiment, donc c'est difficile à combattre. Alors on a aussi fait venir dans les réunions publiques la gendarmerie, enfin, etc., voilà, et qui ont suivi les statistiques. Alors c'est pas des études officielles évidemment, enfin Mhm. donne pas de chiffres détaillés avec des horaires, des choses comme ça, mais en tout cas, on ne note ni une augmentation ni une diminution de criminalité. Enfin, chez nous, c'est de la petite délinquance, hein, voilà, D'accord. Donc des pas de choses changement. dégradées, des petites, voilà, des choses comme ça. Donc, il y a pas de changement notable, hein, la gendarmerie nous l'a dit et a suivi le processus, hein. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'études scientifiques en France que je connaisse. Il y en a une en Grande-Bretagne, mais il y a déjà un moment, mais qui Mhm. effectivement montre qu'il n'y a pas d'augmentation. Alors, nous, pour situer notre commune aussi, parce que ça, je ne l'ai pas dit, on a 6 300 habitants. On Oui, est dans la deuxième couronne, hein, autour de Montpellier, donc un peu aux confins, si j'ose dire, de la métropole. Donc, on est dans un milieu à la fois, enfin, on est périurbain, mais avec énormément de verdure autour. On a une zone Natura 2000 qui traverse la commune le long du Lèze. Enfin voilà, on a des SNIEF, on a beaucoup de zones naturelles. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire cette extinction. Euh, bon, enfin voilà, peut-être je m'arrête là et on prendra pour la suite pour les en questions. termes de comment justement les citoyens ont reçu ce que tu parlais de concertation, enfin maintenant c'est mis en place depuis quelque temps aujourd'hui, et comment les administrés perçoivent finalement le changement qui a été fait sur l'extinction. Est-ce qu'ils sont plutôt satisfaits? Vous avez eu des retours là-dessus ou il y a toujours, j'imagine, quelques mécontents? Comment? Oui, on a eu des retours alors de différents types, hein. Je ne vais pas refaire tout l'historique, mais il y en a eu à la fois au moment où on a lancé l'extinction un peu plus, enfin, totale et puis plus étendue en horaire. On a eu des retours, bah, évidemment, sur le site web, Mhm. Facebook, par mail, même personnellement, comme ça, parce qu'on est sur le marché tous les dimanches, par exemple. Ok. Et on a eu des retours. Et puis j'ai aussi fait un sondage, en fait. En tirant au sort dans la liste électorale, j'ai envoyé des lettres personnalisées en posant essentiellement deux questions et puis un peu des commentaires libres ensuite. Êtes-vous satisfait des nouveaux horaires d'extinction? Par exemple, Ok. c'était une Ouais. question. Et j'ai eu 80% euh, 80% de satisfaits avec une marge d'erreur. En gros, c'est entre 75 et 90% de satisfaits, quoi. Ok. J'ai fait travailler ça par un statisticien, hein, donc j'ai pas fait ça complètement au hasard. Donc en fait, euh, essentiellement, les gens sont satisfaits. Il y a toujours, évidemment, on ne peut pas satisfaire 100% des personnes. Il y en a et en particulier, c'est la deuxième chose qui est en train de nous revenir. Alors, il y a ce sentiment d'insécurité qu'on a du mal à combattre parce que c'est un Mhm. sentiment, hein. Et la deuxième chose, c'est il y a des endroits dans la commune où effectivement, on ne voit pas assez. Alors, parce qu'en plus, on a modifié le matériel. On est sur des LED ambrés D'accord. à bas flux, hein, ouais, Alors, je me permets d'afficher, oui, parce que voilà, par exemple. voilà, peut-être pour Donc, illustrer. on avait des éclairages. Alors, bon, là, c'est la station-service. Elle reste blanche Ouais. comme ça. C'est pour montrer le contraste avec ce qu'il y a derrière, là, au bout de la Oui. petite flèche blanche, où on a une LED ambrée. Euh, et un autre quartier, là, à droite, où on avait, non, sur la Alors, diapo pardon. d'après, où Ouais. on avait des iodures métalliques. Parce qu'en fait, il y a eu des constructions importantes dans la commune sur les 10 dernières années, avant qu'on arrive. Et là, il y a eu toutes sortes d'éclairages qui ont été installés. À certains endroits, il y en a trop. Enfin, ils sont trop nombreux et ils sont trop Mhm. puissants, trop blancs, etc. Là, c'est abominable. Et donc, D'accord. j'ai fait une tournée des quartiers avec des personnes handicapées en particulier, là, vous voyez.
et dont des malvoyants, personnes en chaise roulante, etc. Et quand on était arrivé à cet endroit-là, enfin, c'était éteint et on a un technicien qui a allumé. Ils ont dit, ah, mais éteignez ça, c'est abominable, etc. Donc en fait, les LED ambrées étaient beaucoup plus satisfaisants. Ils ont trouvé que c'était beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisant, etc. Donc il y a une Mais bonne il y a des réception. endroits, des quartiers où les gens trouvent maintenant c'est pas assez éclairé. Et donc, ce qu'on D'accord. est en train de faire, c'est on a monté un comité. Voilà, alors ça, c'est un exemple du avant-après. C'est la même rue. Alors, bon, c'est toujours un peu difficile. Il y en a un endroit où il n'y avait plus, etc. Mais regardez les façades des maisons, par exemple. Ça, c'est Oui, ce du coup. tout Ouais. à l'heure. L'éclairage, alors là, il y a aussi un changement de technologie, en passage en LED ambré, hein, mais il y a le fait d'avoir des luminaires qui éclairent vers le bas, qui éclairent que ce qu'on doit éclairer. Vous voyez qu'il n'y a pas de lumière qui rentre dans les jardins, par exemple. Et oui, oui. Que ça c'est vraiment, ça c'est un énorme progrès. On a des façades qui étaient complètement éclairées jusqu'au premier étage. Vous voyez là, à droite, à gauche, là, où les gens avaient la lumière dans la chambre à coucher. Donc là, c'est plus le cas. Et ça, on a beaucoup de, enfin, ça, c'est une satisfaction générale, ça, d'avoir fait ça. D'accord. Ouais, il n'y a pas Voilà. de retour négatif, j'imagine, sur le sujet. Les gens Sur dorment ce mieux. sujet-là, non. D'accord. Après, sur le fait que, voilà, ça c'est une autre vue où on voit effectivement il y a que les rues qui sont éclairées. Alors, voilà, on voyait un petit peu, il y a des Ah, coins pardon. qui sont un peu sombres. Alors, les gens se plaignent maintenant et donc on a monté une commission éclairage D'accord. avec des élus, des volontaires, et puis on a été un peu chercher des gens, c'est des gens qui nous avaient fait des remarques par le passé. On leur dit, bah tiens, maintenant on vous donne l'occasion de venir discuter De avec vous nous. exprimer. Et on va faire des rondes on va se promener dans la commune en soirée pour aller chercher, peut-être là, effectivement, il faudrait peut-être monter un peu la puissance, mais inversement, bah, tiens, dans tel autre quartier, il y a peut-être un mât qui sert à rien. Donc D'accord. voilà, maintenant, on va faire ce travail un peu en finesse parce on commence à accumuler pas mal d'expérience là-dessus. Travail d'analyse un peu plus fine et aussi sur des horaires différenciés d'extinction, peut-être D'accord. sur les quartiers, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Le cœur du village, là où il y a des activités commerciales ou des choses en soirée, ben peut-être ça peut rester allumé un peu plus que les zones résidentielles qui sont au bord de la rivière. Enfin voilà. D'accord. Et ça, petite question peut-être de fin, d'un point de vue, on va dire, technique. Alors, est-ce que la technologie LED, j'imagine, est plus simple à mettre en place, mais par rapport à ça, euh, vous aviez des armoires, parce que sur cette gestion différenciée, pour être au point lumineux, comment ça se passe? J'imagine que derrière, il y a aussi des modifications à prendre en compte par rapport à Ouais. ça. Alors, on ne pourra pas la faire au point lumineux. Mhm. Enfin, sur les LED, l'avantage qu'on a, c'est que alors, ça demande quand même du travail et de l'investissement en personnel, etc. Alors, nous, c'est la métropole qui gère ça. Donc, Ouais, on est en interaction avec eux, on a des demandes et après, ben, ils peuvent y répondre ou pas. On avait des armoires. Alors, sur la commune, on a plus de 1000 points lumineux, on a 27 armoires. Et d'accord. ces armoires étaient sur horloge astronomique auparavant. On est passé sur une technologie, alors j'ai pas son nom, mais qui est commandée à distance. Mhm. En fait, c'est-à-dire que quelqu'un à la métropole, derrière un clavier, peut programmer l'allumage, l'extinction, armoire D'accord. par armoire, mais pas point lumineux par point lumineux. Ok. Ça, c'est la limite. Par contre, ce qu'on peut faire point lumineux par point lumineux, c'est le réglage de l'intensité. C'est-à-dire, il y a une intensité maximale et on peut la baisser. On peut aussi avoir des D'accord. horaires, c'est ce que fait Montpellier, où ben, à partir de telle heure, ça descend de 20, 30, 40%. Donc ça, on peut faire. On peut aussi facilement reprogrammer le week-end bah, où il y a la fête du village. Pif, on éteint qu'à 1 heure ou 2 heures du matin. Donc ça c'est très souple. Par contre, on a éliminé les horloges astronomiques et on est repassé avec un système aussi complémentaire de détection de luminosité qui Ok. fait qu'on peut retarder l'allumage en soirée et faire l'extinction plus tôt le matin. J'ai oublié de dire d'ailleurs qu'en été, entre mai et août, on rallume pas le matin, même s'il fait D'accord. encore sombre à 6 heures, on rallume pas. Voilà, et ça pose pas de problème non plus. En matinée, on a moins de soucis qu'en Ok. soirée, où on peut comprendre, en particulier en été, où les gens ont envie d'être dehors. Enfin voilà. Eh oui. Ok. Et peut-être une toute dernière question, parce qu'on a parlé donc, des atlas de la biodiversité communale et du dispositif territoire engagé pour la nature. Sur ce sujet, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Parce que je crois que CRA coche Oui, toutes les cases sur ces dispositifs.
Oui, on a effectivement lancé un ABC dès notre arrivée. Enfin, on a été financé la deuxième année, donc cet ABC, il est terminé. Et donc, dans la foulée de l'ABC, on a décidé de se lancer dans le territoire engagé pour la nature. Et donc, avec un certain nombre d'actions, mais un des axes, effectivement, c'est la trame noire. Alors, nous, on a la difficulté de ne pas pouvoir travailler sur le avant-après. Parce qu'on éteint depuis longtemps, enfin, C'est même si bien. l'extinction totale, c'est difficile de faire de l'avant-après. Bon, bah là, on a une limite. On ne peut pas faire d'expérience aussi fine qui pourrait être faite maintenant dans des endroits qui commencent seulement à éteindre. On a fait l'ABC, il y avait déjà de l'extinction. Donc voilà, ça, c'est la limite de l'exercice. Mais voilà, on tient vraiment à continuer dans cette dynamique. Et finalement, là, les habitants, dans l'ensemble, suivent facilement, vu notre environnement naturel. On n'est pas dans un parc national, mais malgré tout, il y a Oui. beaucoup de richesses naturelles autour. La Garrigue est pas loin. Enfin, on est vraiment collé à aucune autre commune. Donc, là, tout de suite, on est en dehors. Euh, donc, euh, bon, voilà. Pour dire un mot pour terminer, vraiment, la concertation, ça a été aussi dit, la concertation, c'est fondamental quand on veut faire une expérience comme ça, enfin, quand on veut se lancer dans l'extinction, il faut vraiment discuter avec les gens, annoncer, il faut expliquer pourquoi on le fait, il y a des très bonnes raisons, et ça, la, la plupart des habitants acceptent ces raisons-là sans difficulté. Et puis après, il faut pas hésiter à revenir et à modifier éventuellement, à infléchir. On a fait des erreurs, hein, comme tout le monde fait des erreurs. On n'a pas trouvé la bonne trajectoire tout de suite et je prétends pas qu'on l'ait encore. Enfin, on est encore en train de se chercher, mais l'extinction n'est plus remise en cause, quoi. Voilà. Ok, bon bah c'est des très bonnes nouvelles. J'espère que ça va inspirer d'autres communes. Merci Bertrand, puis bravo à la commune de Prades-le-Lez pour tout ce que vous faites et ce que vous allez encore faire dans les prochaines années. Merci beaucoup. On va passer un temps de questions. Alors je vais demander à mon collègue Yves de nous faire remonter les questions parce que là du coup j'ai pas tout suivi sur le chat. J'imagine qu'il y en a quelques-unes. Euh, Quelques questions. Après, des réponses sont souvent apportées directement par les d'accord, bon, on peut en prendre participantes. quelques-unes. Il y avait une question concernant sur le fait la possibilité éventuelle d'acheter l'exposition, ou en tout cas de peut-être de récupérer les fichiers pour fabriquer soi-même des supports. Est-ce Oui. que tu penses que c'est possible? Après, c'est une exposition qui a été réalisée donc Oui. par une Alors, structure à qui il faut peut-être demander autorisation, je ne sais pas. exactement. Alors, comme je le disais, c'est une exposition, donc c'est France Nature Environnement, Occitanie-Pyrénées qui nous a cédé les droits, mais du coup, on a acheté ces droits là côté ARD pour dupliquer cette exposition. Donc, si vous souhaitez soit l'acheter ou la dupliquer, bah, je vous invite à les contacter directement, parce que là, je ne pourrais pas faire grand-chose pour vous de ce côté-là. Et après, bah, comme vous l'avez vu, hein, vous pouvez, si vous êtes une collectivité en tout cas, et peut-être, on verra par la suite, on pourra peut-être étendre à d'autres associations ou autres pour pouvoir vous prêter gratuitement un des 4 exemplaires du coup qu'on a pu réaliser. C'est bien à toi qu'il faut demander l'exposition. Tout à fait, ce sera donc voilà sur mon contact où après toutes les informations seront disponibles sur notre page web. Donc vous aurez les contacts en maison de région, voilà pour que vous puissiez vous y rendre et du coup et que vous puissiez aussi pré-remplir un formulaire de prêt pour pouvoir emprunter l'exposition. Donc ça viendra d'ici peu sur notre site web dès que les expositions seront livrées dans les maisons de région. Ça ne saurait tarder. Et dès que ce sera fait, en tout cas, on vous enverra un message pour que vous ayez l'information. Après, il y a des témoignages intéressants, notamment qui se répondent l'un l'autre d'ailleurs, puisque il y a, je cherche, le voilà, Esther de la mairie de Bachas qui dit que tout s'est bien passé, enfin qu'il y a eu des concertations, que les habitants au bout de 2 ans sont contents, sont satisfaits du dispositif, qu'il n'y a pas de crainte. Et puis il y a un témoignage de Lucas Mazetier du PNR Corbière-Fenouillette qui dit que des communes reviennent un peu en arrière. Je trouve ça intéressant justement pour des raisons de sécurité.
visiblement, et avec une demande s'il y a euh, hors intervention discours des forces de l'ordre, auriez-vous d'autres retours d'expérience pour convaincre les gens? Bah, l'exemple de Prades-le-Lez est intéressant, mais est-ce qu'il y a d'autres retours d'expérience par rapport à la sécurité qu'il est possible de faire remonter dans un PNR, donc plutôt en zone rurale? Peut-être Richard ou Bertrand, enfin, n'hésitez pas à prendre la parole pour compléter par rapport à ça. C'est vrai que l'aspect sécuritaire, on s'en doutait, hein, c'est souvent un sujet qui remonte beaucoup. On sait qu'il y a quelques communes, mais il faut quand même le dire, qui ne sont pas majoritaires, qui reviennent en arrière par rapport à une pression de la population. L'un ou l'autre, est-ce que vous souhaitez vous exprimer peut-être sur le sujet? Alors nous, on a une police municipale qui est peu nombreuse, hein. On n'a que 3 policiers actuellement pour 6 000 habitants, hein, plus de 6 000 habitants. Donc ils ne sont pas présents en soirée. Donc et puis il y a toujours, dans toutes les communes, on a une bande, enfin surtout la taille qu'on a, hein, puis, on a toujours une bande de jeunes enfin, il va se passer des trucs, il y a du trafic, la semaine dernière, on a eu 2 voitures incendiées, mais c'était un règlement de compte entre des gars qui s'entendaient pas comme il faut. Donc, alors évidemment, tout de suite, sur Facebook, il y a des gens qui se sont saisis de ça. Ah, ben voilà, on éteint la nuit, alors il se passe des trucs, voilà. Ben, il faut rallumer, il faut mettre de la vidéosurveillance. Enfin, on ne va pas rentrer dans le problème de la vidéosurveillance, mais. Et alors, ce que notre police nous dit, c'est que quand ils sont là, quand ils circulent un peu, même ne serait-ce que. Voilà, on sait qu'ils sont. Parce ils sont d'astreinte quand même quelques soirées de temps en temps, mais ça ne peut pas être tout le temps. Donc quand ils sont là, ben, c'est drôle, mais il ne se passe pas grand-chose, quoi. Donc en fait, finalement, il y a cette présence un peu policière, et puis bon, et puis la police discute, hein, parce que là, dans une commune comme ça, ils connaissent en fait les fauteurs de troubles, hein, ils savent qui c'est. Donc bon, c'est un problème compliqué, c'est vrai, parce qu'il y a tout de suite des gens qui. Enfin, on va avoir c'est un peu dès qu'il se passe quelque chose d'un peu voilà des poubelles qui sont quelqu'un met le feu à des poubelles ou je ne sais Mhm, quoi, mhm. où il y a un vol 3 vols de vélo, ben voilà, tout de suite, ah, si on est dans Oui. une commune, on n'a pas en sécurité, etc. Donc ça, de toute façon, éclairage ou pas, ça va être difficile à. Enfin, je ne pense pas que. Ce qu'on a noté, voilà, peut-être pour le dire un peu plus clairement, ce qu'on a noté au départ, quand il n'y avait pas d'extinction partout, c'est que, ben, effectivement, ça a été dit tout au début, il me semble, que ben, finalement, les incivilités se produisent là où il y a de l'éclairage. Et si on éteint, ça se déplace. Donc, en fait, quand c'est éteint partout, il se passe finalement plus grand-chose parce qu'on note, nous, qu'il y a sur la place du village, en fait, il y a une partie qui reste éclairée un peu plus longtemps parce que c'est les HLM qui ont un éclairage particulier à eux que nous, on ne peut pas éteindre. Et là, souvent, ben, voilà, ils traînent là, ils font des trucs, ils font leur trafic, etc. Et donc, en fait, quand ça s'éteint, finalement, ben, ça se calme aussi, quoi. Mhm. Je pense que voilà, mais ouais, c'est un problème difficile parce que Ok. ouais, Mais voilà, globalement, enfin, on est effectivement, enfin, moi, ce que je comprends, puis à la fois des différentes interventions, et même celle de Samuel, c'est j'ai l'impression sur un sentiment d'insécurité qui est difficile pour le coup à maîtriser celui-là. Donc, ce que je comprends et ce que vous faites à Prades-le-Lez, c'est continuer à faire des discussions avec vos administrés, les citoyens, gérer aussi un peu au cas par cas et du coup adapter les éléments techniques aussi pour répondre à toutes ces questions. Enfin, je pense que ça, du coup, ça permet aussi que ça se passe bien dans la durée. Et ce qu'on constate, a priori, c'est qu'avec ou sans éclairage, de toute façon, il n'y a pas d'augmentation des incivilités. Donc, je pense, enfin, voilà. Donc, non, ça c'est ouais, ouais, c'est certain. Ouais. et vu tous les co-bénéfices qu'on a pu vous exposer, du coup, bon, c'est peut-être plutôt favorable à l'extinction. Alors, je vois que Fabien a levé la main. Vas-y, Fabien, si tu veux. Oui, c'est peut-être faut aller aussi dans le sens des actions que citait Richard dans les Cévennes, c'est que ce sentiment d'insécurité, enfin, il semble que ce soit quelque chose d'un peu ancestral et viscéral, quoi. Enfin, qui n'a jamais eu peur dans l'obscurité totale, hein, Ouais, moi-même, bien sûr. m'est arrivé. Donc il y a quelque chose un peu de fond à
combattre, entre guillemets, ou à changer, et des actions un peu d'éducation à l'environnement. Enfin, j'ai vu dans le chat, quelqu'un faisait référence à des randos-lunes. Voilà, c'est toutes ces actions un peu de fond, et qui doivent pas être ponctuelles, en fait. Ça doit être tout un travail dans la durée pour faire changer notre perception vis-à-vis de la nuit. Il y a des sorties naturalistes avec, par exemple, des chiroptérologues qui peuvent être organisées. Il peut y avoir donc des choses un peu plus sensibles sur les sons, sur l'observation du ciel, avec des astronomes également. Voilà, toutes ces actions de fond pourront peut-être petit à petit changer notre perception de la nuit. Mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine contre des millénaires ou des centaines de milliers d'années de peur de la nuit. Oui, Bertrand, un complément. Ouais, pour compléter ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. On parle enfin, t'as dit qui n'a jamais eu peur dans le noir total. Et justement, ça, quand on me parle de nuit noire, je réponds euh, parce que je me promène dans la commune avec quand c'est éteint, enfin, je vois bien. Et la moitié du temps, déjà, on a la lune quasiment. Mhm. Donc là, alors bon, évidemment, ça peut être plus ou moins couvert. Alors quand on est dans les nuages, dans une forêt, enfin sous les nuages, dans une forêt sombre, effectivement, là, il fait vraiment noir. Mais dans nos communes, en fait, et puis souvent, on a des communes aux alentours qui, elles, éclairent. Donc finalement, il fait jamais vraiment nuit. On a ce halo lumineux enfin, on a toujours un peu. Enfin, il fait nuit, mais il fait pas nuit noire. C'est-à-dire Mm. que, en fait, alors évidemment, les gens qui voient un peu moins, les personnes âgées ont plus de mal. Mais en fait, on peut se déplacer avec très peu d'éclairage. Et d'ailleurs, nos habitants, ils ont pris l'habitude quand ils vont se promener tard le chien tard le soir avec leur chien, pardon, ben, ils ont leur téléphone ou une lampe. Et finalement, on s'en sort très bien comme ça. Il fait pas souvent nuit noire. Voilà. Il faut aussi avoir conscience que nos yeux s'adaptent aussi à l'obscurité. C'est pas instantané, Exactement. mais on peut effectivement évoluer après quelques minutes sans lumière artificielle, évoluer la nuit. Donc, on vous invite à faire des expériences, à sortir Oui, le soir. Vous verrez que sans ça va bien se lumière, passer. Il sans faut lampe faire de poche. Enfin, effectivement. vous gardez la lampe de poche, mais vous essayez de constater que vos yeux s'adaptent. Voilà, c'est ça. En éteignant la lampe, en fait, tu dis, il y a plusieurs minutes, c'est vrai, pour vraiment voir le ciel, voir les étoiles, etc. Il faut pas mal de minutes même pour commencer à bien voir la Voie lactée, tout ça. Mais en fait, en attendant ne serait-ce que 5 ou 10 secondes, on se rend compte, si on n'allume pas tout de suite quelque chose, on se rend compte, tiens, je vois finalement bien mieux que je ne voyais quand je suis sorti de ma maison où j'avais plein de lumière allumée. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas suffisamment et c'est des expériences. Et les randos lune, je pense, c'est une super idée, ça. J'ai bien envie de m'en saisir. Ouais. Ben voilà, nouvelles idées pour Prades-le-Lez, Rando Lune. Vous rappelez aussi qu'il y a le jour de la nuit qui est organisé chaque année avec plein d'associations, donc les communes qui sont présentes et qui nous suivent, n'hésitez pas à vous saisir aussi de ce type d'événement. On va peut-être prendre une dernière question, je vois que le temps file. Est-ce qu'il y aura une question, Yves, à laquelle on pourrait peut-être répondre ou... Alors, on va remercier Samuel qui répond au fur et à mesure aux questions. Oui, Vous parliez de randonnée, il y a Sébastien, je crois, Béguet, qui parle de visite au flambeau des villages. oui. Je regarde s'il y a des choses auxquelles il n'y aurait pas eu de questions, auxquelles il n'y aurait pas eu de réponse. Il y avait une question sur les économies d'énergie, mais est-ce que le LED, déjà, j'imagine, génère des économies d'énergie par rapport à des éclairages traditionnels? Est-ce qu'à Prades, on a mesuré les économies Alors, j'avais des chiffres. Alors, c'est la métropole hein, qui assure, donc qui fait c'est elle qui reçoit les factures d'électricité, mais j'avais obtenu des chiffres en 2023. En fait, pour vous citer, pour résumer, en fait, donc en 2022, en fait, les chiffres pour l'année 2022, où on avait modifié une partie de notre éclairage en LED seulement, pas tout. Sur les 1000 et quelques luminaires, l'économie par rapport à ce qu'on aurait consommé si on était resté dans les conditions avant l'extinction, c'est 72%.
Ok. 55% dû à l'extinction. C'est-à-dire qu'en fait, on éteint la moitié du temps. C'est ça que ça veut dire. Quand on éteint de 23 heures à 6 heures, bon, et c'est minuit, 6 heures en été. Donc, c'est une espèce de moyenne entre les deux. On a 55% du temps où c'est pas allumé. Donc, ça, c'est une économie. Et les 20% restants, c'est le passage en LED. Voilà. Donc, 72%, Ok. c'est-à-dire que vous divisez votre facture électrique par 4 hors abonnement. Donc du coup, bah, voilà, faut le faire, faut le faire. Il faut le Là, faire. avec les finances actuelles, c'est un beau sujet pour faire des économies. Et l'argument effectivement économique, mais après, il y a de l'autre côté, il y a évidemment l'argument, enfin voilà, impact sur l'environnement, économie d'énergie. C'est-à-dire au lieu de 500 mégawattheures, on est à moins de 140, quoi. Je Et sais pas. alors, excuse-moi Pierre, je sais que Oui, tu oui. aimes que ça se termine à l'heure, il est l'heure, mais il y a une question qui n'est pas inintéressante qui porte sur la responsabilité du maire quand quelqu'un tombe quand il y a une extinction totale, j'imagine. Est-ce qu'il y a juste peut-être en un mot Alors, quelque chose, une le- le- indication particulière ou une expérience, un retour de la, jurisprudence? la réglementation, normalement, enfin, peut-être pour prendre un peu de hauteur, la réglementation n'impose pas au maire d'éclairer. Voilà, donc ça, c'est pas inscrit hein, dans quelconque code. En revanche, s'il y a un éclairage qui est défectueux à un endroit et qu'il peut y avoir un problème avec une personne, là, il peut y avoir, la commune peut être mise en cause, mais je crois qu'on avait regardé de la jurisprudence il y a 3 ans sur ce sujet, il n'y en avait pas du tout. Mais Bertrand, je te laisse peut-être compléter Oui, par. je crois pas que. Alors, évidemment, quand on éteint, il faut prendre un arrêté, mais à partir du moment où on fait ça, on est dans les clous. Euh, le- on peut enfin, non, je pense pas qu'on puisse se retourner. Alors, c'est vrai que l'éclairage doit être fonctionnel quand il existe Voilà. et qu'il est supposé être allumé. Mais on peut avoir on a des personnes qui viennent nous voir parce qu'elles se sont pris une dalle de trottoir qui dépassait et qu'elles se sont cassé quelque chose en tombant, quoi. Mais je pense pas qu'on puisse se retourner contre le maire, quelque chose comme ça, de toute façon, hein. Donc voilà, pas trop de risques juridiques par rapport à ça. Ce qu'on avait vu aussi sur certaines communes, et ça a été cité tout à l'heure, quand il y a des luminaires où on se rend compte que finalement il y en a trop, on conseille plutôt de les déposer plutôt que de les laisser en place et de les éteindre, parce que du coup, là, justement, d'un point de vue juridique, au moins ça enlève tout problème par rapport à ça. Donc je suis désolé, comme l'a rappelé Yves, on est bien terminé à l'heure. Mais en tout cas, un grand merci à nos intervenants, puis la qualité là, des éléments que vous nous avez apportés. On voit bien qu'il y a beaucoup de questions. On reprendra les questions parce qu'il se peut qu'on n'a pas répondu à tout. On les adressera à nos intervenants pour que vous puissiez y répondre. Et on vous enverra l'ensemble des éléments d'ici quelques jours. Vous informer, donner deux dernières informations. Hop, la première, on en a parlé tout à l'heure, mais vous inviter, s'il y a des élus qui nous suivent, à rejoindre pardon, le réseau Élus pour Agir, qui est animé par l'ADEME, donc Agir pour la transition écologique et énergétique. Donc, si vous suivez ce webinaire et que vous n'êtes pas encore dans le réseau, bah, n'hésitez pas à le faire. Vous avez deux contacts et des éléments pour savoir ce que peut vous apporter ce réseau. Donc, on vous incite tout simplement à le rejoindre si ce n'est pas encore fait. Et tout simplement aussi pour faire de la pub pour nos prochains événements. Donc, on a la date du prochain webinaire de l'ARB. Donc, ce sera le 31 mars 2025. On espère que vous serez nombreux à nous suivre de 14 heures à 15h30, comme le veut la tradition. Et là, on parlera des outils pour intégrer la biodiversité, pardon, dans les documents de planification. Donc à la fois les SCOT et les PLUI. Donc ça, c'est des outils qui ont été développés par l'ARB et ses partenaires depuis maintenant plusieurs années. Et on va vous présenter tout ça. Donc n'hésitez pas à nous suivre et à vous inscrire pour le 31 mars prochain. Je ne l'ai pas dit, et du coup, vu que j'y pense, si en tant que commune ou technicien, vous souhaitez mettre en place de l'extinction et avoir des contacts de communes qui l'ont déjà fait, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Il y a l'enquête BiodiVup qui a été lancée en 2024. On a posé des questions à l'ensemble des communes d'Occitanie. Et il y en a à peu près 600 qui nous ont répondu sur des démarches d'extinction de l'éclairage public. Donc vous aurez des cartographies.
N'hésitez pas à aller voir notre site et voir si près de chez vous, il y a des communes qui se sont lancées dans l'extinction parce que, bah, comme on a pu le voir avec bah, les échanges qu'on a pu avoir avec Bertrand ou Richard ou Fabien, bah, c'est aussi en discutant avec les uns et les autres qu'on peut bah, améliorer la mise en place de l'extinction et puis poser toutes vos questions. Entre pairs, c'est toujours beaucoup plus facile. Voilà, bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Désolé pour ce léger retard. Encore merci à nos intervenants. Et puis à très vite et au fin mars pour le prochain webinaire. Bon après-midi à toutes et tous. Au revoir. Au revoir.